Dans cette vidéo, je voulais vous montrer 25 astuces N8N que j'aurais aimé avoir au début parce que ça peut sauver la vie de temps en temps. Les différents points que je vais aborder maintenant vont être de plus en plus avancés, donc au tout début on va avoir des valeurs simples et puis ensuite on va aller voir des valeurs un petit peu plus complexes. Allez, c'est parti. Une chose que j'aurais adoré qu'on m'explique à l'origine, c'était la différence entre fixed et expression. Ça m'aurait évité tellement d'erreurs et de débugage. Vous savez que lorsque vous cliquez sur, quel que soit d'ailleurs le type de node, de temps en temps vous avez des fields to set. Alors ici je peux mettre par exemple la date en nom et en valeur, je peux mettre la date du jour qui est très exactement le 17 mai 2025. Lorsque je fais test step, il va bien évidemment me sortir normalement. Non, oui, voilà, il me sort la date avec la date du jour, ce qui est très bien. Mais si je veux mettre l'heure, il va falloir que je tape moi-même, etc., etc. Si je veux utiliser au contraire une expression JavaScript en now, par exemple, avec la variable, pour lui dire maintenant, je veux la date de maintenant, peu importe l'heure à laquelle ceci est lancé. Lorsque je fais test step, il me met en date now. Comme vous voyez, c'est pas très efficace. Moi, je veux qu'il interprète ce texte-là. Donc, pour cela, vous pouvez partir au début et appuyer sur égal. Et là, il est en train d'interpréter le texte. Alors now, tel quel, ça va pas suffire, donc il va falloir que je mette entre deux curly brackets. Mais maintenant, vous voyez qu'il interprète le code now et il me met le date time avec exactement l'heure de maintenant. Lorsque je fais test step, on a exactement le format que l'on veut. Une autre chose que j'aurais adoré qu'on m'explique à l'origine, ou au début de mon aventure chez N8N, c'est comment épingler une data, pin data. Si je vais ici par exemple dans mon workflow, enfin mon petit node Perplexity, et que je vais rechercher qu'est-ce que N8N, je fais test step, donc là il se connecte et il devrait se lancer. Alors, voilà, donc là il s'exécute et il va sur internet, il va rechercher ce qu'est N8N et j'ai toutes ces informations là que je peux récupérer. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire un pin de cela et maintenant, comme le data is pinned, on n'a plus besoin d'effectuer cette recherche. Donc là, ça vient de me coûter de l'argent de rechercher ça, quelques centimes, mais quand même, si je suis en train de travailler sur un workflow et que je dois exécuter encore et encore et encore les choses, si je reprends par exemple celui-ci, je vais l'emprunter un petit instant, je le mets là et lui je le connecte dans answer, et que maintenant je fais test workflow, et il ressurgit dans la answer, dans la réponse, ce qu'il a trouvé dans Perplexity, et du coup tout a été enregistré directement en fait. Je n'ai plus besoin de faire cette requête, tout ressort ici parfaitement, et je peux continuer à faire autant de tests que je veux. Il va réutiliser l'information qu'il a utilisée, ce qui vous fait économiser énormément d'argent. Pour épingler d'ailleurs une data de manière rapide et avec un raccourci si vous voulez, c'est que lorsque vous avez déjà effectué une recherche, vous pouvez appuyer sur la touche P pour piner et impiner pour épingler ou désépingler un node. Notez que si je retire le pin et que je vide ma base et que maintenant, comme vous voyez, Perplexity est vide, mais si je le sélectionne et j'appuie sur P, il ne se passe rien du tout parce qu'il n'y a pas d'informations qui sont dedans. Donc je vais redépenser de l'argent pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc il est en train d'exécuter le node et dès qu'il aura terminé, je vais faire un pin de cette data-là, voilà, et hop, je sélectionne, j'appuie sur P et on est piné. Une autre astuce que j'aurais vraiment aimé avoir, c'était la possibilité de mettre de la fausse data, des fausses données dans un déclencheur, dans un trigger. Par exemple ici dans Test Workflow, ici je peux mettre absolument tout ce que je veux, je peux cliquer et dire, par exemple la clé ça va être le nom, et le nom en question ça va être Robinson. Hop, c'est mieux comme ça. Je peux faire save, je peux l'épingler pour qu'il me garde toujours cette donnée-là en mémoire, et comme ça, quand je teste à travers un workflow, il va toujours réutiliser cette donnée-là. C'est particulièrement intéressant lorsque l'on va faire un workflow auquel on va faire appel à partir de notre workflow, parce que comme ça, on sait à peu près quelles sont les données qui vont rentrer dans le workflow, et on peut préparamétrer le déclencheur pour que l'on puisse avoir exactement la suite et qu'on sache ce qu'on veut. Une autre astuce, ça aurait été de savoir que je peux me déplacer entre les différents nodes, toujours en restant dedans. Il faut savoir que sur les côtés ici, vous voyez que je peux passer au node d'après. Vous avez très certainement dû me voir faire ça à travers mes autres tutos, mais il est possible de passer d'un node à l'autre. Ici, je suis sur le numéro 1, là je vais passer au numéro 2, et ensuite j'arrive sur le numéro 3. Comme vous voyez, je passe de 1, 2 à 3. Ici, c'est quand même vachement plus simple. Et pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop enlever les mains du clavier, vous pouvez aussi utiliser les flèches comme ceci pour passer
naviguer entre les différents nodes, et quand vous appuyez sur Entrée, bah, ça entre dedans. Malheureusement, ça ne marche plus quand vous êtes dedans, mais dans ces cas-là, on reprend la souris et puis on bouge de droite à gauche. L'astuce de désactivation permet d'activer ou de désactiver un node, comme ici vous voyez, si je le sélectionne et que je clique sur D, j'ai la possibilité d'activer et de désactiver comme j'en ai envie. Ça peut être assez pratique quand vous êtes sur un workflow et qu'il y a juste un élément, un node qui pose problème parce que vous voulez pas encore parfaitement paramétrer, vous voulez tester le reste. Vous le sélectionnez comme ça, vous cliquez sur D, ça le désactive. Il est aussi possible de cliquer sur les trois petits points ici et de cliquer sur Activate ou Deactivate. Un autre aspect qui est très important et que malheureusement je sous-exploite grandement, c'est l'organisation. Comme vous voyez ici, on peut créer ce qu'on appelle des notes. La façon de créer ça, c'est que vous allez sur le petit plus et vous avez un petit hover qui apparaît ici. En cliquant dessus, vous êtes sur le sticky note que vous pouvez modifier, vous pouvez changer la couleur comme bon vous semble. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points, l'éditer. On utilise le Markdown. Si vous connaissez pas le style Markdown, vous pouvez cliquer sur le guide et vous avez absolument tout ce qu'il faut savoir sur les sticky notes et comment les paramétrer. Pour le Markdown, je vous invite à faire une recherche Google sur Markdown et vous allez retrouver la syntaxe Markdown avec laquelle vous pouvez vous amuser un petit peu pour voir ce que vous pouvez faire en italique, en gras, en barré, en tout ce que vous voulez, afin d'obtenir exactement ce que vous voulez. Il est aussi possible de n'importe où dans votre workflow d'appuyer sur Shift et S et hop, vous aurez un sticky note qui apparaît sur lequel vous pouvez placer bien évidemment des nodes par-dessus pour que vous puissiez avoir ça exactement comme cela vous convient. Une autre astuce que moi j'aime, c'est de pouvoir appuyer tout simplement sur F2. Alors si comme moi vous êtes sur un Mac et que vous avez la possibilité, le F2 c'est plutôt gérer la luminosité ou l'augmenter, il faut appuyer sur la touche FN en même temps et comme ça vous appuyez, alors déjà il faut sélectionner le node, vous appuyez sur FN et F2 et là vous pouvez changer le nom en, voici le nom changé par exemple, et rename, et comme ça vous pouvez enregistrer directement et organiser votre workflow comme bon vous semble. Un autre élément qui est extrêmement pratique, c'est l'historique de workflow, un petit peu comme lorsque vous êtes sur Google Docs ou sur n'importe quel document et vous pouvez revenir en arrière avec les flèches. Vous avez la même possibilité sur N8N. Il suffit de cliquer sur cette petite flèche qui tourne sur elle-même, qui ressemble un peu à une horloge. Et en cliquant là-dessus, vous avez... Alors oui, n'oubliez pas de sauvegarder avant quand même. En allant là-dessus, vous avez l'accès à toutes vos différentes versions qui ont fonctionné ou pas. Alors, en fonction de vos sauvegardes, faites attention à ça quand même. C'est pour ça qu'il faut sauvegarder assez souvent. Et vous pouvez revenir, vous pouvez ouvrir dans... alors, clone to new workflow, ça veut dire cloner dans un nouveau workflow pour pouvoir cloner la chose tout simplement, dupliquer si vous voulez. Open version in new tab, c'est pour voir cette version-là, mais dans un nouvel onglet. Et ensuite, download pour pouvoir le télécharger, mais vous pouvez osciller entre les différentes versions justement et voir un petit peu à quoi ça ressemble tout ça pour pouvoir retourner sur une version qui vous convient. Une autre astuce, c'est l'astuce Tab. Alors pour ceux qui connaissent pas Tab, c'est la touche qui est juste au-dessus de votre verrouille majuscule. Je vais vous montrer quand même. C'est cette touche qui est ici. C'est la touche qui se trouve juste ici. C'est la touche Tab de votre clavier. Vous pouvez être n'importe où sur le workflow. Quand vous appuyez sur Tab, vous faites apparaître les différents workflows, nodes que vous pouvez faire apparaître sur le workflow pour ensuite faire un drag and drop ou un glisser-déposer. Une autre astuce, c'est quand même l'attribution N8N, ce qui veut dire qu'N8N va attribuer il va mettre en signature ce que vous utilisez. Donc, attendez, je vais juste réactiver ces nodes-là. Comme ça, vous voyez un petit peu comment je fais. Lorsque vous cliquez dans Gmail, par exemple, et que vous essayez de connecter ou d'envoyer un mail avec Gmail ou quoi que ce soit, vous avez dans les options Append N8N Attribution. Ça veut dire rajouter l'attribution N8N que vous pouvez décocher. Comme ça, ça ne s'affichera pas, tout simplement. Pareil pour Telegram, c'est un petit peu le même concept. Add field, append N8N attribution et on désactive. En ce qui concerne Slack, c'est un petit peu différent dans le sens où ça ne s'appelle plus append N8N attribution, mais ça s'appelle include link to workflow, parce que ça veut dire inclure le lien vers le workflow, ce que l'on ne veut surtout pas faire. Donc on désactive ça, et comme ça, on est sûr que tout ça, ça ne s'envoie pas, et personne ne voit N8N dans ce que vous envoyez via Gmail, Telegram ou Slack. Une autre astuce qui est quand même super pratique, c'est le fait de pouvoir formater le current date and time. Alors vous m'avez très certainement vu faire au tout début, lorsque l'on ouvre le current time, ici on peut mettre voici l'heure actuelle, et ensuite en faisant 2 points, il faut ouvrir donc les deux curly braces, hop là. On ouvre les deux curly braces et à l'intérieur, on va mettre la variable. Quand vous appuyez sur espace, il ne se passe strictement rien. C'est normal parce que nous sommes en fixed. Je vous ai eu. Cliquez sur expression et maintenant, on va retirer ça et vous allez refaire
D'ailleurs, pour faire les curly brackets, pour ceux qui ne savent pas, alors moi je suis sur Mac, donc c'est un petit peu différent, mais je fais la touche Alt et en même temps le paragraphe qui se trouve en dessous du 5. Pour les claviers Windows, il suffit de cliquer sur Alt-GR et en dessous de la touche 4 et vous retrouvez le curly brackets d'ouverture et c'est en dessous... Et c'est en dessous la touche plus, vous avez le curly brackets de fermeture de curly brackets d'accolade de fermeture. Sur Mac, l'accolade de fermeture, elle est deux touches à côté de delete. C'est le paragraphe. Vous fermez le paragraphe et le paragraphe, vous pouvez le changer indifféremment. Lorsque l'on fait ça, vous tapez juste le signe $ et vous voyez qu'il y a des suggestions qui nous apparaissent, qui sont des fonctions prédéterminées, des fonctions assez pratiques. Moi, je vais cliquer sur Now pour avoir le date and time, et comme ça, vous voyez qu'il nous donne exactement l'heure, la date, comme on souhaite, enfin, pas comme on souhaite justement. Il nous donne ce format particulier. Si vous voulez le formater vous-même, juste après le Now, vous tapez point et Format, comme vous voyez, il y a déjà la suggestion. Et là, je peux changer en disant que nous sommes en France et donc je veux DDMM et YYYY pour l'année, parce que nous sommes le 17 mai 2025. Une autre astuce qui est relativement pratique quand même, c'est le fait de pouvoir enregistrer vos credentials, donc vos données d'accès, si vous voulez. Souvent, j'utilise Perplexity et ils ont ce qu'on appelle un auth type header auth. Donc eux, en fait, si vous avez vu ma vidéo sur comment connecter Perplexity, vous devez à chaque fois, normalement, mettre le header auth ou vous mettez dans le name le header, je crois que c'est authorization, et ensuite dans le value, vous mettez bearer, espace et votre clé de confidentialité, etc., etc. Au lieu de faire ça, je trouve qu'il est plus intéressant d'enregistrer le header auth dans le header auth account. Vous pouvez le mettre comme vous le sentez, vous l'appelez comme vous voulez. Le header auth account, moi je vais le modifier. Je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça. Normalement c'est Perplexity, qu'on peut mettre avec un P majuscule d'ailleurs. Et lorsque je fais ça, donc l'avantage aussi c'est que lorsque je fais des vidéos comme ça, il me masque la valeur, ce qui est quand même assez pratique. Mais on a du coup plus besoin de spécifier les headers et de spécifier les query parameters. Tout est ok, il y a juste à envoyer le body pour dire exactement ce que l'on veut faire. En ce qui concerne OpenAI, c'est un petit peu la même chose. Lorsque vous faites un post API OpenAI Generations par exemple et vous utilisez un Authentication Generic Credential Type, dans ces cas-là, il vous demande un header auth, donc c'est vous qui choisissez là-dedans. Si vous voulez un header, un OAuth, allez regarder ma vidéo sur la connexion d'OpenAI pour ça. OpenAI, pardon. Et dans le header auth, c'est là que vous retrouvez exactement le credential qui vous intéresse pour plus avoir à envoyer les send headers et vous êtes directement connecté. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour l'utilisation d'OpenAI. Pareil pour Tavily, il me semble que pareil, regardez la vidéo sur comment brancher Tavily et vous verrez qu'il faut encore une fois envoyer les headers. Donc on enregistre ça et comme ça on a tout enregistré. On n'a pas besoin de s'en rappeler à chaque fois. À savoir quand même, petite astuce, puisqu'on est dans les astuces N8N, que tous ces credentials enregistrés sont spécifiques à votre projet. C'est-à-dire que là, je suis dans Personal. J'ai un autre projet qui s'appelle Sales Accelerator et je me suis arrêté là parce que justement, il faut créer des credentials par projet. Mais par projet, vous pouvez mettre bien plus de workflow que vous souhaitez, en tout cas bien plus que en ce qui concerne le nombre de credentials. Donc, autant enregistrer les credentials dans le projet directement. Une autre astuce que j'aurais adoré avoir, c'est justement la partie Error Workflow. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je fais ça, justement, petite astuce supplémentaire, je tape sur 1 et sur 0. Le 1 vous permet de voir l'intégralité de votre workflow en un coup et le 0 de rezoomer là où vous étiez tout à l'heure. Petite astuce bonus. Donc, le Workflow Error, celui-ci, très intéressant, surtout si vous avez des clients ou même si vous avez des workflows qui sont en cours et que vous voulez savoir exactement quand ça a foiré, en gros. Vous pouvez utiliser le Workflow Error, c'est-à-dire vous créez tout un workflow où après justement ce node-là, vous pouvez intégrer une notification Slack, une notification Telegram, tout ce que vous voulez comme notification pour que vous soyez automatiquement informé de ce qui s'est passé, avec qui, où, à quel moment, etc., etc. Ceci se définit directement dans votre projet où vous pouvez renvoyer sur le Error Workflow. Vous cliquez sur les trois petits points en haut à droite ici, vous allez dans Settings et à partir de là, vous aurez le Error Workflow à définir. Vous dites quel est le workflow exactement vers lequel vous voulez envoyer les erreurs. Et comme ça, ce workflow va s'en servir pour ensuite vous renvoyer les erreurs. Comme ça, vous êtes notifié en temps réel de ce qui peut se passer pour vous ou pour vos clients. En ce qui concerne les variables de workflow, vous pouvez utiliser différentes variables. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai mis nom du workflow, ID du workflow, workflow actif. Si je le lance en y ajoutant un trigger manually up, et puis je vais le balancer. Ah oui, seulement un manual trigger, je vais récupérer de là-haut.
Ici, hop. Voilà, et je le connecte là-dessus, comme ça je peux tester le workflow. Vous voyez que en revenant ici, donc on a bien évidemment les résultats de ce qu'on a demandé. Et sur la gauche, si on se met sur la partie schéma, vous voyez que dans variables et contenu, on a la variable now, today, on a les variables, on a l'exécution avec ID, le node, le resume URL. Ça peut être pratique pour débugger, pour savoir exactement où vous en êtes maintenant. Une autre astuce pratique à savoir, c'est le fait de pouvoir spécifier un input dans un workflow qui va être appelé par un autre workflow, un sous-workflow justement. Dans le déclencheur, vous pouvez cliquer ici et mettre un field, par exemple, je vais vouloir le prénom, qui va être un string, je vais vouloir le nom, et je vais vouloir seulement l'email, parce que c'est tout ce qui m'intéresse dans un premier temps. Vous pouvez mettre ces paramètres-là et dire c'est tout ce que je veux obtenir, parce qu'après je vais pouvoir faire mon mapping plus tard dans le sous-workflow. Un autre point intéressant, c'est que justement vous pouvez faire set mock date pour mettre des données fictives à l'intérieur, et donc le name dans un premier temps, je peux mettre Greg par exemple, le deuxième name je vais pouvoir mettre Amélie, etc., etc., et comme ça je peux utiliser les différents prénoms que je vais pouvoir faire. Je fais save et donc tout ça est donné et renvoyé directement dans le workflow pour qu'on puisse créer notre sub-workflow avant de l'exécuter à partir du workflow principal. Là, on va rentrer un petit peu plus dans la technique et on va rentrer dans tout ce qui va être data de sous-exécution. Donc, je vais exécuter celui-là, je vais juste récupérer mon test workflow ici. Je vais le connecter et on va faire test workflow. Donc là, je lui ai dit tout simplement dans l'agent IA, envoie un mail à greg@exemple.fr pour lui demander s'il compte voilà, sortir au soleil. Ici, il me dit l'email a été envoyé à Greg pour lui demander s'il compte sortir au soleil. Donc très très bien. Si on va dans l'email agent, on peut voir ici ce qu'il a envoyé et on peut voir le view sub execution. Donc on peut, en cliquant là-dessus, il va nous ouvrir un nouvel onglet qui nous amène non seulement dans l'outil en question, mais dans les exécutions et non pas dans l'éditeur. Autre chose qui est un peu pratique et que vous allez voir qui est dans le point hop, ici, l'agent de log. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aller dans l'agent IA et de voir les logs pour voir exactement ce qu'il a fait. Donc, en input, un humain envoie un email à greg@exemple.com lui demandant s'il compte sortir au soleil. L'outil d'envoi de mail s'attend à cette structure. Donc, je lui donne bien évidemment la structure à laquelle s'attend l'email. Normalement, il y a un message système à laquelle on s'attend ici, sauf que j'ai rien mis, donc on s'en fout un petit peu. L'agent email, donc, il a envoyé dans l'agent email query est égal à send to Greg Robinson. Donc, il a bien respecté l'expérience de sortie. Et donc la réponse est envoyée, parce que c'est comme ça qu'est paramétré mon sous-workflow. Et ensuite, dans le OpenAI Chat Model, on voit que c'est ce que je lui ai demandé, et il nous a fait un output. L'email a été envoyé à Greg pour lui demander s'il compte partir au soleil. Pour faire la partie 17 pendant qu'on y est, lorsque je reviens dans l'éditeur ici et dans les exécutions, si vous avez éventuellement un souci qui s'est produit ou une erreur, l'avantage c'est que vous cliquez sur Copy to Editor et ensuite il va nous copier ça dans un éditeur pour faire, pour rajouter les informations qui ont été faites. Et on peut voir en cliquant sur 1 que toutes les datas que l'on vient de lui donner, donc envoie un message à Greg pour être dans l'éditeur, mais avec les informations du sous-workflow. Comme ça, on peut vraiment voir et réutiliser. À la limite, on peut venir ici et faire un pin, comme ça on garde, parce qu'on voit que ce node-là fonctionne très bien. Peut-être qu'il y a eu un souci sur le Gmail. Du coup, on a accès aux informations qui étaient envoyées par le workflow de base et vérifier tout ce que l'on veut. La prochaine partie concerne les humains dans la boucle, comme on dit, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de créer des nodes spécifiques où les humains vont être inclus dans la boucle. Si j'ouvre la partie rajout de node, ici vous voyez Human in the Loop, qui permet d'attendre pour une approbation humaine avant que ça continue. En cliquant dessus, vous voyez tout ce que vous avez, donc vous pouvez utiliser Discord, Gmail, Chat, Outlook, Microsoft Teams, SendEmail, Slack, Telegram et WhatsApp. Ce que ça va faire, c'est que le workflow va envoyer un message à l'humain pour lui demander il s'est passé ça, et est-ce que tu veux que je continue, oui ou non. Si on regarde vite fait dans Slack, on a la possibilité ici de faire une réponse en free text, mais aussi on peut mettre un approval qui va mettre un bouton oui, ou custom form où on peut mettre un formulaire directement customisé et faire exactement ce que l'on veut. Ceci peut être très très pratique si on veut inclure les humains dans la boucle et donc vérifier un petit peu ce qui se passe avant qu'il se passe autre chose derrière. Maintenant, je vais vous montrer comment standardiser les inputs, c'est-à-dire faire en sorte que les inputs que vous envoyez à un agent IA, comme ici par exemple, vont pouvoir être simplement standardisés. Ici, si vous voulez, j'ai un Telegram trigger, donc si je fais un test workflow, si je vais dans Telegram et que j'envoie « Salut », hop, vous voyez qu'il a tourné, il a répondu, et quand je vais ici, il voit « Salut, comment puis-je t'aider aujourd'hui ?» Bon, je l'ai pas relayé pour répondre parce que pour les biens de cette vidéo, ça sert à rien.
parce qu'il récupère donc le JSON message texte qui vient d'ici, qui est juste là, JSON message texte salut. Maintenant, si je vais dans le chat et qui lui aussi envoie toutes les informations à cet agent IA et que je vais dans Open Chat et je lui dis salut, vous voyez qu'il y a une erreur du coup parce que quand l'information est envoyée par le chat, vous voyez qu'ici on est dans chat input salut et du coup comme il s'attend à un message texte, il reçoit pas le message. Ce que l'on peut faire ici, c'est supprimer ce relais, le mettre dans set text et ensuite mettre le set text à AI agent. Dans set text, en fait, je suis juste en train de lui dire de récupérer l'action chat input ici, et puis ce qui nous renvoie dans l'autre sens, c'est justement le Telegram trigger. Donc maintenant, si je vais dans Open Chat et je refais salut, oui, hop, si, reuse message, c'est très bien ça. Tac. Salut, et là, ça fonctionne parfaitement et il a réussi à récupérer le message et pouvoir nous répondre dans la suite du workflow. La 20e astuce que je voulais vous donner, c'était comment continuer malgré l'erreur. Effectivement, des fois, il peut arriver que votre workflow fonctionne et il peut s'arrêter en ce qui concerne une erreur, lorsqu'il y a une erreur, ce qui peut être une bonne chose en phase de test. Là, ce que je veux vous montrer, c'est que si je descends ici et que je connecte mon workflow, hop, et je fais test workflow, vous voyez que il est en train de parcourir mon set URLs, il a tout fait, tout a fonctionné magnifiquement. Dans set URLs, en fait, ce que je lui ai dit, c'est d'aller voir 2 de mes sites internet, au-delà-lia.fr et voici mon avis.fr, et je lui ai donné un avis un peu pourri, on va dire, qui permet de vérifier, de provoquer une erreur 404. Pour lui, il n'y a eu aucune erreur parce que dans l'HTTP request, vous voyez que dans le item 1, on a bien un doctype HTML, il a récupéré le site, pareil pour l'item 2, mais pour l'item 3, on a une erreur 404, donc il y a eu un souci. Pourquoi est-ce qu'il a continué malgré ce souci? C'est parce que dans le node en question, dans les settings, j'ai mis on error continue, donc en cas d'erreur continuer. En général, c'est marqué sur stop workflow, et donc quand je lance le test et qu'on l'a laissé sur stop workflow, il va réessayer et pouf, dès qu'il y a une erreur, il s'arrête. Le souci en ce qui concerne cela, c'est que toutes ces informations sur la 3e itération, vous voyez qu'il y a eu une erreur et il s'est arrêté, et donc on a perdu toutes les informations récupérées dans le run 1 et le run 2, ce qui est très dommage. Donc dans ces cas-là, dans HTTP request ou dans n'importe quel node que vous mettez, dans le settings, vous avez la possibilité sur error de mettre continue, et ce que je recommande en général, c'est de continue using error output, c'est-à-dire qu'il va faire une erreur et en reprenant le workflow d'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez pouvoir envoyer les erreurs directement sur ce workflow pour que vous soyez quand même notifié qu'il y a eu un souci concernant l'un de vos workflows. Alors en continuant, en utilisant l'erreur d'output, il ne sait pas systématiquement où il veut mettre l'output. Donc maintenant que j'ai configuré ça, que je viens ici, vous voyez qu'on a une deuxième continuité vers la partie erreur. Et c'est ce que je voulais vous montrer dans la partie 21, justement. Cela s'applique à n'importe quel node en question. À partir du moment où vous configurez dans les settings un continue using error output, c'est là que vous allez pouvoir mettre votre erreur et l'envoyer sur le workflow d'erreur, peu importe l'onglet. Et justement, par rapport à ces différents paramètres, je voulais vous montrer d'autres paramètres. En fonction des nœuds ou des nodes que vous utilisez, des modules si vous voulez, vous allez avoir différentes options dans les paramètres. Donc si je vais dans HTTP request, la partie ici est ce que l'on va utiliser pour configurer le module en question pour continuer ce que l'on veut, mais dans settings, on a accès à SSL certificates qui sont les certificats SSL. On peut faire always output data, donc pour toujours nous donner une information, peu importe. L'exécuter qu'une seule fois, ce qui peut être assez pratique au lieu de créer un code où on lui dit exécute une fois et tu t'arrêtes et ensuite ça continue. Vous mettez tout simplement là-dedans exécuter qu'une seule fois. Réessayer en cas d'erreur, retry and fail, ce qui permet de lui dire de réessayer combien de fois vous voulez qu'il réessaye et le délai d'attente en millisecondes entre chaque essai. Et ensuite sur l'erreur, qu'est-ce qu'on fait? La partie notes peut être assez intéressante dans le sens où même quand vous téléchargez mes templates, souvent dans les notes, je vais vous laisser quelques petites informations là-dedans. Alors ça change rien à votre workflow en général, mais moi ça me permet de vous donner quelques informations concernant un certain module ou un certain workflow, juste pour vous montrer que ça diffère en fonction des nodes. Ici on n'a plus le SSL input, mais on a quand même quelques informations relativement intéressantes. Et dans Edit Fields, pareil, on a d'autres paramètres que l'on peut paramétrer. Dans Duplicate Item, par exemple, on peut dupliquer l'item et combien de fois on peut le dupliquer, etc., etc. Et à peu près la même chose pour chaque module.
Le numéro 23 va nous permettre de créer ce qu'on appelle un output parser. Alors laissez-moi récupérer juste mon déclencheur ici. Le output parser, ça va être un parseur qui va nous permettre de lui dire à ChatGPT sous quelle forme on veut notre output. En gros ici je lui ai dit donc crée-moi 4 histoires. Je vais le lancer histoire de lancer le workflow. Il va me créer 4 histoires et donc si je vais dedans, vous voyez que ici voici 4 petites histoires, chacun dans un style différent. Donc on a le conte fantastique, le miroir des rêves, on a histoire d'amitié, ok, on a nos 4 histoires, mais le format est un petit peu bourrin, j'ai envie de dire. Alors, pour activer le output parser, ce qu'il vous faut, c'est require specific output format. Vous devez cocher ça comme étant on. Si je le mets sur off, vous voyez que ça disparaît. Si je double-clique sur mon tool, il réapparaît. Et à partir de là, je peux lui mettre un outil output parser que je vais mettre là-dedans, dans un parseur automatique que j'ai configuré. J'ai juste mis scène 1, scène 1, scène 2, scène 2, scène 3, etc., etc. Et maintenant, si je refais le test workflow, il va nous refaire 4 petites histoires, des nouvelles d'ailleurs, et il va nous faire un output en suivant ce schéma. Donc on voit bien scène 1 dans un petit village au bord de la mer, scène 2 au cœur de la forêt, etc., etc. Ça peut être assez pratique si vous voulez par exemple configurer des articles de blog ou des posts que vous voulez faire sur différents réseaux. Vous pouvez mettre Facebook, Instagram, etc., etc., en lui disant de reprendre la même histoire mais différemment. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus. C'est vraiment très très pratique. Notre avant-dernier va être le fait de pouvoir faire des jointures plus intéressantes dans des différentes arrays. Alors qu'est-ce qu'un array? C'est une sorte de tableau dans lequel vous avez mis plusieurs éléments. Si je clique sur Array, vous voyez qu'ici j'ai mis donc le nom site et les données de cet array, c'est mes différents sites internet. Donc au-delà de l'IA, voici mon avis EMIP. Ensuite, je le connecte à Edit Fields pour lui envoyer. Donc, je vais juste faire un petit test workflow pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et si je clique maintenant dans Edit Fields, vous voyez qu'il nous a pondu ce schéma. On va faire un table. Il nous a pondu ça de manière relativement moche. Donc maintenant, ici, je peux commencer à configurer. Et si je vais dans JSON Sites et je fais .join et entre parenthèses, et si je l'écris correctement, ça marche beaucoup mieux. Je vais pouvoir, entre ces parenthèses, lui dire comment je veux séparer les différents mots. Donc déjà, on va commencer par mettre 2 guillemets. Vous voyez qu'il a supprimé les virgules. Je peux mettre un espace pour lui dire, tu mets un espace entre chaque. Je peux faire virgule, espace pour que ce soit un petit peu plus joli. Je peux faire espace et pour que ça se mette un peu comme ça. Je peux faire un peu ce que je veux. Petite astuce, c'est que vous pouvez mettre le backslash N qui veut dire un retour chariot, et ça on peut le faire autant de fois qu'on veut, hop, voilà, pour qu'on puisse manipuler notre information et la structurer comme on en a envie, pour pouvoir ensuite juste copier cette partie-là dans un autre node ou un autre module et lui dire, quand tu récupères l'information, le séparateur, c'est ce truc-là, ce qui peut être assez pratique dans certains cas. Et enfin, notre dernière astuce concerne la fonction replace qui va nous permettre de remplacer certains textes dans une recherche. Donc je vais mettre sur le set. Dans le set, en fait, je vais juste lui faire faire une recherche sur Internet pour le terme automatisation simple. Vous allez voir que si je fais test workflow, ça va faire une erreur. Pourquoi? Parce que je lui dis de récupérer ce que j'ai mis dans le set ici, dans le query, et je l'ai mis ici dans JSON query. Mais comme vous savez très bien que si je vais regarder ce que ça donne, on a query entre guillemets, automatisation simple. Donc ce que l'on va faire, c'est utiliser très exactement cette fonction, à savoir le replace G. Donc je prends tout ça et je vais dans mon web search. Et ici, je vais coller ça juste après query. À partir de là, il nous retire, comme vous voyez, les doubles guillemets et ça commence à être beaucoup plus simple. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à dropper un petit like en bas si vous êtes en train de regarder sur YouTube parce que ça aide ma chaîne énormément, vous pouvez pas imaginer. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires d'ailleurs, parce que je serais ravi de voir un petit peu ce que vous pouvez, et dès que j'aurai une liste un petit peu plus exhaustive, éventuellement faire une autre vidéo sur ces nouvelles astuces, parce que ça peut toujours être pratique pour tout le monde. Pareil, si vous avez des idées d'automatisation que vous aimeriez que j'explore et que je vois un petit peu, que j'explique à tout le monde comment réaliser la même chose que vous, tout en partageant le JSON, ça serait avec un très très grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.